Comment réagir aux grandes colères? La grande colère est la manifestation ultime du négativisme. C'est un tel état de rage que l'enfant peut seulement pleurer, crier, hurler ou se jeter à terre en donnant des coups de pied dans tous les sens. Si vous cédez à cette colère et faites ce que l'enfant désire, vous la renforcerez. Vous lui apprendrez à hurler davantage pour imposer ses caprices. Ma fille avait 10 ans quand elle invita une amie à venir passer le week-end en camping avec nous. La fillette répondit que ses parents avaient un autre projet pour le week-end, mais ajouta « Ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller. Je vais faire une grosse colère et maman me laissera venir. » Si par ailleurs, vous perdez votre calme et que vous vous mettez en colère, vous renforcerez celle de l'enfant. Dès lors, il saura qu'il peut obtenir de vous ce qu'il veut n'importe quand avec une bonne colère. N'essayez pas de raisonner un enfant en rage ou de l'en distraire par des paroles. Il n'est alors qu'une tempête d'émotions. Il n'est pas en état d'écouter ce langage de la raison ou de la logique. Surtout, n'essayez pas de lui faire passer sa fureur en le menaçant d'une fessée. N'avez-vous pas entendu des parents dire à un enfant en rage « Tais-toi !» ou bien tu sauras pourquoi tu pleures. Ce qui revient à vouloir éteindre un feu avec de l'essence. Alors que faire quand votre enfant de 2 ans et demi fait une grosse colère? Ce que vous voulez faire comprendre à l'enfant est que cette rage qui paraît inévitable ne le mènera nulle part. Et comment le lui faire comprendre? Laissez-le faire sa colère tout seul. Chaque maman doit trouver le moyen d'y parvenir. Certaines sauront rester sans rien dire et attendre que la crise se calme d'elle-même. D'autres préféreront parler et dire « Je sais que tu es mécontent et furieux, mais va dans ta chambre jusqu'à ce que tu sois calmé. Quand tu auras terminé, j'ai quelque chose de beau à te montrer. » D'autres diront plus sévèrement « Va dans ta chambre. » À vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux et à vous d'en user. Mais surtout, essayez d'aider votre enfant à sauver la face en lui offrant, quand c'est possible, un moyen élégant de sortir de l'impasse. Ajoutons un mot sur les colères faites en présence d'amis, de parents, au marché ou au supermarché. Utilisez dans ce cas les mêmes techniques anti-colère. Mais sachez que vous avez contre vous un nouvel ennemi qui peut s'interposer pour vous empêcher de trouver la solution raisonnable. Il y a un public. Alors surgit le monstre, le « qu'est-ce que les voisins vont en penser ?» Si votre public ne connaît pas la psychologie de l'enfant, il pensera sans doute que vous avez tort de ne pas donner une bonne fessée et d'arrêter fermement cette colère. Et puis après, est-ce que vous élevez votre enfant pour en faire un être sain et heureux ou pour faire plaisir à vos voisins? Comment la conscience se développe? Mais ces mêmes voisins fournissent l'occasion de développer un aspect important de la première adolescence, l'apprentissage de la soumission aux règles de la société ou au conformisme social. Au fond, un enfant apprend à former son attitude à l'égard des règles de la société en assimilant les limites et les contrôles que vous lui avez enseignés. Il réalise cet apprentissage sous la forme de ce qu'on appelle généralement la conscience et qu'on peut considérer comme la voix intériorisée des impératifs et des interdictions émanant des parents. La conscience n'est pas innée. Personne n'en est pourvu à la naissance. Nous l'apprenons principalement de nos parents. Certains enfants deviennent des adultes à qui la conscience fait défaut. Ce sont les psychopathes et les criminels qui peuvent commettre des actes antisociaux sans éprouver la moindre culpabilité. Mais il existe aussi des enfants qui, à l'âge adulte, souffriront d'un excès de conscience. Pour nous psychologues, ils sont la clientèle typique. Ils sont excessivement inquiets et inhibés, craignant beaucoup d'être mauvais ou égoïstes, ou bons à rien, beaucoup trop anxieux de plaire à autrui et soucieux de l'opinion des autres. Nous ne souhaitons pas que nos enfants entrent plus tard dans l'une ou l'autre de ces catégories.
Nous voulons qu'ils acquièrent en grandissant une conscience raisonnable et saine. Nous pouvons aider un enfant à acquérir ce type de conscience en nous montrant raisonnable quand nous lui demandons de se conformer aux règles sociales. Le comportement de l'enfant révèle de façon très nette le développement de la conscience à ce stade. Il peut commencer par dire « non, non » tout haut et pour lui-même, alors même qu'il est en train de faire ce qui lui est défendu. J'ai pu voir un jour mon fils aîné, alors âgé de 2 ans et demi, debout devant des étagères pleines de livres et disant « non, non » tout en tirant les livres des rayons, activité interdite. Certains parents pourraient s'irriter devant une telle attitude et penser « eh bien, s'il peut dire non, il sait que c'est interdit, alors pourquoi le fait-il » Je répondrai que sa conscience commence tout juste à intérioriser l'interdiction de tirer les livres hors des rayons. Mais il n'a pas encore acquis assez de maîtrise de ses actes spontanés pour pouvoir écouter sa conscience naissante. Il est important pour des parents de se rendre compte que le fait qu'il soit capable de dire non, non est le premier pas dans le développement de sa conscience. Par la suite, il sera capable de se dire non, non et en même temps de s'empêcher de faire tomber les livres. La principale fonction d'une conscience est de prévenir un comportement antisocial et non pas seulement de donner à l'enfant un sentiment de culpabilité après avoir fait quelque chose de mal. Mais cette fonction préventive de la conscience ne s'affirme qu'avec le temps. Il faudra bien les 5 premières années de la vie d'un enfant pour qu'il développe sa conscience, pour qu'il apprenne à intérioriser les impératifs du conformisme social. Ne le forcez pas dans cette voie. Le langage l'aide naturellement à intérioriser ses impératifs. Le fait de formuler la réalité l'aide grandement à acquérir la maîtrise de lui-même et du monde. Et c'est précisément à ce stade de la première adolescence que le langage fait un prodigieux bond en avant. Le chapitre 4 est maintenant terminé. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans le chapitre 5 qui explore la deuxième partie consacrée au stade de la première adolescence. Le Dr Dodson y aborde des thèmes variés comme le langage, la télévision, la jalousie, la propreté et bien d'autres encore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de laisser un commentaire. À très bientôt!